Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vais vous présenter aujourd'hui une vidéo sur le matériel photo que j'utilise pour la photo animalière, pour la photo de paysage, en version, si vous voulez, à l'extérieur, outdoor. Parce que vous le savez, la photo peut être sur plein de sujets différents, plusieurs axes, de la photo en intérieur, de la photo de studio, de l'architecture, et j'en passe. Moi, mon domaine, j'avais envie de vous présenter une fois le matériel que j'utilise pour éventuellement éveiller certaines passions endormies de chez vous ou simplement se faire plaisir. Je rappelle pour cette vidéo que je ne suis pas sponsorisé, donc je n'ai pas cité de marque. Certaines personnes reconnaîtront la marque que c'est. Je n'ai pas une préférence de marque. Vous pouvez prendre la marque que vous voulez, les modèles. Il existe, voilà, je vais citer dans l'ordre. Enfin, dans l'ordre. Je vais citer dans un des plus connus. Donc, il y a Nikon, il y a Canon, il y a Sony, il y a Panasonic, il y a Fuji, Sigma, Tamron, ça c'est pour les objectifs. Mais en ce qui me concerne, c'est une de ces marques-là. Voilà. Avec toutes ces marques, beaucoup, surtout dans les objectifs, se ressemblent au niveau de la focale et au niveau surtout de l'ouverture. Alors on a des ouvertures fixes, on a des ouvertures mobiles. Moi en l'occurrence j'ai des ouvertures fixes et j'ai plusieurs focales. Donc c'est la dimension, hein, la focale. La focale c'est en millimètres, c'est la distance entre le capteur et la lentille frontale, donc la première lentille qu'on voit sur l'objectif. Voilà, ça se calcule en millimètres. C'est pas une question de distance comme des jumelles de grossissement. Voilà, pour faire simple. Mon matériel qui est là n'est pas forcément des plus adaptés pour tout le monde. Déjà, j'ai acquis ce matériel au fil des années. J'ai commencé la photo tout jeune. Mon papa faisait de la photo, faisait des développements, paix à son âme. Et c'était encore lors de l'argentique, avec les 36 poses, les 24 poses. J'ai connu ça, il développait ses propres photos. J'ai eu la chance de voir ça. Malheureusement, je n'avais rien enregistré à l'époque, j'étais tout jeune. Voilà. Bref, c'était une petite aparté. J'avais envie de vous faire profiter de ça parce que on commence sur l'automne. Voilà, je suis chez moi. Faut savoir que l'automne, comme toutes les saisons, sont des belles saisons pour faire la photo. Pas seulement animalière, mais la photo vraiment de nature. Parce que moi, j'adore ça. Déjà d'être dehors. Et je ne sors jamais sans un de mes boîtiers photo avec un objectif. Jamais. Parce que les deux seules fois où j'ai fait ça, il m'a semblé louper quelque chose. Soit une composition qui était super belle au niveau du paysage, soit un oiseau, voire un mammifère qui passait par là. Voilà, après il y a des conditions qui sont plus favorables aux oiseaux, surtout en hiver, ça commence, ça débute, les oiseaux migrateurs, au printemps, jusqu'au mois de mai, c'est la symphonie des oiseaux, c'est magique, c'est magnifique, voilà. Pour ce qui me concerne moi, en l'occurrence, je vais vous présenter d'abord mes objectifs en partant du plus petit, entendons-nous bien, au niveau focal. Donc plus vous êtes petit au niveau focal, plus vous avez un grand angle. Voilà, c'est pas difficile à comprendre. Plus vous avez un grand angle, moins vous allez zoomer. Donc c'est comme une paire de jumelles en somme. Et moins vous allez être adapté pour la photo de proximité avec des animaux, qu'ils soient volatiles, mammifères, reptiliens. Je connais des amis qui font aussi tout ce qui est reptiles. Moi, c'est pas mon trip, pas parce que j'aime pas, c'est simplement que, enfin voilà. Mais il y en a pour tous les goûts, ce qui est génial avec ta photo. Donc, je vais vous présenter mes objectifs que j'ai, ce que j'utilise, et je vous remercie
vraiment à tous. Vous avez plus de 3000 abonnés, plus de 3500 je crois, à me suivre sur ma page Boobook. J'ai aussi une page Instagram mais que j'alimente pas trop parce que ça c'est toute la partie, on va dire média, où j'excelle le moins, où ça me prend vite la tête. Mais parce que déjà la prise de vue, ça c'est une passion. La composition, c'est indéniable. Si vous faites une belle composition, une belle prise de vue, vous allez pouvoir, in fine, avoir une bonne présentation pour de la post-production, donc du post-traitement en somme. Parce que au départ, quand on photographie, dans l'ère du numérique, il y a deux formats. Enfin, il y en a plusieurs, mais il y a deux formats qu'il faut savoir. Il y a le JPEG, votre smartphone prend des photos en JPEG, au format JPEG. Il y a des smartphones maintenant, moi j'ai le mien qui peut prendre en photo en RAW. Alors c'est quoi la différence? Le RAW et le JPEG. Je commencerai déjà par là. Le RAW, en anglais, c'est le format brut. Donc, votre smartphone, aussi bien que des appareils de photo, réflexes, hybrides, qu'est-ce qu'on a encore Ah, je me perds. Il y a plusieurs... des compacts, voilà. Prennent d'office un JPEG. Donc, c'est du RAW, mais amélioré, si vous voulez. Quand des photographes professionnels ou non professionnels, moi je ne dis pas que je suis un amateur, j'aime pas trop ce terme-là parce que la photo amateur, en guillemets, veut dire ne maîtrise pas. Enfin, je le vois comme ça en fait. Mais il faut le savoir, au même tarif que moi, sans lancer des fleurs, moi je prends des photos, des clichés au même statut, au même grade qu'une personne qui se nomme photographe professionnel. J'utilise exactement le même procédé, simplement ça me concerne uniquement moi. Le procédé de composition d'une photo est exactement le même, simplement que je ne gagne pas ma vie avec ça. J'ai une autre activité professionnelle qui a strictement rien à voir, mais j'utilise exactement le même procédé. Voilà, je ne vis pas de ça. Donc c'est une passion que je vous partage et je vous remercie encore, applause, tous ceux qui me suivent, tous ceux qui me like, tous ceux qui me partagent les commentaires, ça fait super plaisir. Donc on va commencer par cette présentation du matériel. Je ne vais pas rentrer dans les réglages, je ferai peut-être une autre vidéo pour ce qui est niveau réglage, d'accord? Donc on va commencer par les objectifs, qui est du plus petit au plus grand que j'utilise. Alors il faut savoir que ces objectifs-là sont des objectifs professionnels, dits professionnels, parce que, dit professionnel, certaines gammes de prix. L'un va pas sans l'autre. Malheureusement, c'est valable pour tous les secteurs d'activité ou de passion. Moi, ma passion, c'est la randonnée. La passion, c'est la nature. Et si je peux capturer ces moments-là, sur mon boîtier, je suis l'homme le plus heureux du monde. L'individu le plus heureux du monde, sans faire de genrer. Alors, je commencerai par cet objectif, celui-ci. Donc j'enlève le cache. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un objectif ultra grand angle. C'est pas encore en pancake, il y a des jargons dans la photo qu'on utilise. Le pancake, c'est vraiment l'objectif super plat. Là, on est de l'ordre du 10 mm. Donc je vous rappelle, comme j'ai cité au début, c'est la distance entre le capteur qui va se trouver à peu près là. Sur le boîtier, j'ai d'autres boîtiers, je vous montrerai après. D'abord, on part sur les objectifs. Donc la distance de là à la frontale, à la lentille frontale qui se trouve ici. Voilà, à peu près ici. D'accord? Donc, mon premier objectif que j'utilise beaucoup pour le panorama, pour du ultra grand angle, c'est en 14-24 mm. Ok? Ça, c'est la focale. Donc c'est un zoom en quelque sorte, ce n'est pas une focale fixe. Une focale fixe, elle aura genre 50 mm, point barre. Quoi que vous trouviez, vous serez obligé de vous déplacer. Ce qui n'est pas en mal en soi, parce que ça va vous permettre et vous forcer à vous déplacer pour prendre une composition
différente du simple photographe lambda qui prend avec son smartphone comme ça et qui prend basiquement sans se baisser, sans chercher l'angle, etc. D'accord? Je vous mime un peu, mais à force de chercher les compositions, on se déplace. Pour éviter d'avoir quelque chose sur la photo, genre une personne, si vous faites photographie de paysage, sans avoir, je sais pas, un piqué métallique ou des lignes haute tension, vous allez vous déplacer. Mais toujours est-il que ça, je reviens à cet objectif qui est donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, un 14-24 mm de focale et une ouverture à 2,8 constant. Alors, le f focal 2,8 constant, plus ce chiffre-là est bas et plus votre objectif est lumineux. Voilà, il faut juste retenir ça. Et plus il est cher également. Je ne vais pas parler de prix, je ne vais pas parler de marque. Vous trouvez par exemple en 14-24 mm, donc toutes les marques, à du 4, 5, 5, 6. Alors il va être juste 10 fois moins cher que celui-ci. Simplement, plus vous fermez le diaph, au fait le diaph c'est comme l'œil, c'est comme l'iris de l'œil. Plus vous fermez votre diaphragme, moins vous avez de lumière. Plus vous l'agrandissez, plus vous avez de lumière. Ok, jusque là tout va bien. Retenez une chose, plus ce chiffre de 2,8 est bas, à la différence à contrario dans 4, 5, 5, 6 par exemple, ou 5, 6, 6, 3, eh bien il est plus lumineux. Plus ce chiffre est bas, plus l'objectif est lumineux. Ok, plus il a de piqué, plus il a de mordant, enfin ça c'est des objectifs fantastiques. Donc voilà, ça j'utilise beaucoup pour tout ce qui est paysage, et même je fais des panoramas. Vous avez certainement déjà me voir sur ma page Bobook, où des fois je marque c'est un assemblage de clichés. Parce que à contrario d'un panorama que vous faites avec votre smartphone, moi je peux faire la même chose, le panorama qui est fait avec un smartphone, vous faites que vous vous déplacez comme ça, c'est une vidéo. Vous filmez en fait, d'accord? Généralement il y a du vignettage, c'est-à-dire que l'image est déformée. Ok? C'est un faux panorama si on veut bien. C'est un panorama d'une prise vidéo qui est figée. À la différence d'un vrai panorama, d'un assemblage, ça peut être, si vous voulez faire du... Bon, quand vous faites du 180 degrés, c'est le maximum, je dirais, parce qu'après, ça fait un peu bizarre la photo, hein, quand même. Bon, ça c'est libre à chacun, hein. Vous faites comme vous voulez. Un panorama, moi quand je prends un panorama, je prends donc mon boîtier, je prends un cliché, je fais le point de référence, je garde l'exposition, je vous expliquerai tout ça peut-être dans une prochaine vidéo, et je me déplace sur moi-même. En fait, je fais rotatif sur moi-même, je prends un autre cliché, j'essaie toujours de garder la correspondance entre le premier plan et le deuxième plan, et je me déplace, et ainsi de suite. Je peux faire 4, voire 6 sur l'horizontale, et ensuite je reprends verticalement en autre point, etc. Et puis après, on a des logiciels. Moi, j'utilise Lightroom. Il y a des personnes qui utilisent d'autres logiciels de post-traitement. Lightroom, Adobe et Photoshop, si vous voulez bien. Mais Lightroom, c'est exclusivement fait et très bien fait et très ludique pour les photographes pour créer un panorama. Donc, il va retrouver les points de concordance et il va vous aligner tout ça. Bien sûr, il y a tout un travail à faire faire à la prise de vue. Voilà. Voilà d'où son utilité, mais même 14 mm, on a à la limite de la déformation du vignettage qu'on appelle sur les côtés. Je vais peut-être moins prendre des panoramas avec ça, ça va déjà vous donner un grand angle. C'est super lumineux, c'est super sympa. Si vous voulez faire des couchers de soleil, il faut toujours avoir un sujet en premier plan qui ne soit pas noyé dans le deuxième ou le troisième plan. Je vous expliquerai peut-être tout ça dans une autre vidéo. Voilà. Il faut savoir que la vidéo que je produis aujourd'hui est une vidéo purement, simplement spontanée. J'ai 2 ou 3 idées à vous fournir, mais il n'y a pas de filtre. L'éclairage n'est pas super, je ne suis pas un vidéaste, il me faudrait des réflecteurs, je n'ai pas ça et ça ne m'intéresse pas, c'est juste pour vous faire partager avec quoi je travaille. Voilà. Le deuxième objectif, dans l'ordre de grandeur des focales, c'est en
Rappelez-vous, avant c'était un 14-24 mm. En fait, je vais en ordre croissant au niveau de la focale. Maintenant, je pars sur du 24-70 mm. Vous voyez? Je ne sais pas si on voit bien avec la caméra. Petite caméra qui me filme. Alors, c'est toujours en 2.8. Toujours une focale de 8. Plus la focale est basse, rappelez-vous d'une chose, plus j'ai de lumière. Donc là, c'est super intéressant. Cet objectif-là, c'est en passe-partout. Pourquoi? Parce que vous êtes une focale entre 24 et 70 mm. Et s'il y a vraiment une bonne focale fixe, à différence dans zoom comme ça, parce que dès qu'on bouge la bague, donc dès qu'on bouge la distance focale, on appelle ça en zoom. Mais une bonne focale fixe pour apprendre et débuter, moi j'ai eu ça et je pense que je vais en racheter une fois, c'est un 50 mm, focale fixe, avec en 2.8 voire en 4, en 8 d'ouverture. Parce que au moment où vous allez prendre la photo, avant de prendre la photo, au moment où vous faites vos réglages de prise de vue, vous allez pouvoir avoir votre sujet au ratio égal ce que voit votre œil. C'est-à-dire que le facteur de grossissement est quasi nul. C'est 0 pour 0. Voilà, ou 1 pour 1, excusez-moi. 1 pour 1. Donc, ça va vous permettre, avec une focale fixe, de devoir vous déplacer, de devoir corriger, de devoir cadrer, etc. C'est vraiment très très sympa pour la photo. Et un 50 mm, 2.8, voire 1.8, voire 1.4, ce n'est pas des prix astronomiques. Donc, voilà. Je fais une aparté également sur les objectifs. Entre un objectif, parce que j'ai eu plusieurs fois la question qui m'a été posée lors de mes photos, bien un Messenger, enfin bref. Excusez-moi. Il faut savoir que dans toutes les marques, vous avez des objectifs professionnels et des objectifs dits semi-professionnels. Alors, les objectifs professionnels sont bien entendu plus chers, mais vont pouvoir aller sur un appareil photo, donc on le verra par la suite, APS-C par exemple, non plein format. Par contre, l'inverse, de prendre un objectif dit APS-C, de le mettre sur un appareil plein format, là ça va pas, parce que c'est le vignettage, ça va vous faire une aberration chromatique, ça va vous faire une aberration au niveau du vignettage, ça va être tout simplement pas du tout adapté. Donc je dirais que privilégier dans la manière que vous pouvez, vaut mieux ou attendre un peu plus dessous dans votre cruisif, dans votre tirelire, vous payez ce genre d'objectifs, mais ça vaut vraiment la peine. Moi, ces objectifs, je ne m'en séparerai pas, à moins que je change de marque. Mais sinon, je ne m'en sépare pas. Donc, vous pourrez me proposer X sous, je ne m'en sépare pas, parce que ça, c'est la base. Donc ça, c'est un objectif qui va partout. Ça, c'est génial. Vous ne savez pas ce que vous allez photographier, mais vous allez en réunion de famille, vous êtes à l'extérieur, vous allez vous promener, vous pouvez autant faire du portrait qu'un peu du proxy, c'est vraiment sympa. D'accord? Maintenant, je passe aux objectifs intermédiaires pour la photographie animalière. Alors, ça, rappelez-vous, avant, j'ai commencé tout début, 14-24 mm. Ensuite, on passe, rappelez-vous, 24-70 mm. Ensuite, rappelez-vous, sur quoi on va passer, enfin, rappelez-vous, je ne l'ai pas encore dit, là, on passe à du 70-200 mm. Alors, il a déjà une poignée, parce qu'il fait un certain poids déjà. On pourrait le mettre sur un trépied. Moi, j'utilise simplement comme portage. C'est très très solide. On peut retirer la poignée. Tous les objectifs qui sont là, ceux que je vous ai présentés, sont tous stabilisés. Donc, si vous avez un léger flou bougé, quand vous prenez la photo, il compense le flou bougé, ce qu'on appelle le flou bougé. Simplement par la respiration ou bien parce que vous avez fait un mouvement de bouger en déclenchant. D'accord? Ça, c'est en 70-200 mm. Donc, je débute à 70 mm et je passe à 200 mm. D'accord? Tous ces objectifs-là sont bien sûr, ils ont tous des autofocus, des stabilisateurs. Vous voyez tous les réglages que vous pouvez encore apporter là. Voilà. Et puis, ils ont également... et j'ai pas le fil. Oui, vous pouvez les mettre en manuel
un automatique ou un manuel automatique. Bon, ça, tout dépend de l'utilisation que vous en avez. Ce qui est très intéressant, plus vous touchez au manuel, il faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter à rentrer dans le mode manuel. Moi, je suis autodidacte, j'ai jamais eu de cours. J'ai appris avec mon papa à l'époque, très peu. Et ensuite, par la suite, je me suis documenté. Je vous fais des modes d'emploi et des livres. Et on m'a même acheté des livres parce que, enfin voilà, on m'a offert ça comme cadeau. C'était génial. Vous avez plein de livres et des tutos sur Internet. Enfin, il n'y a rien qui manque pour pouvoir assouvir et comprendre la photographie. D'accord? Voilà. Donc ça, je m'en sers. Je me suis de nouveau égaré. Je blablate beaucoup. Alors ça, je m'en sers beaucoup quand je fais du repérage. Ce que j'appelle du repérage, c'est je vais sur le terrain, dans les endroits inconnus, je ne connais pas, en pleine journée, pour voir le spot, le site, savoir si je peux aller poser en piège photo, par exemple. Savoir si des conditions préalables au niveau biotope, qu'est-ce qui pourrait se présenter comme animaux, comme oiseaux. Et je me promène avec ça parce que du coup, si un oiseau ou un animal se présente, au moins j'ai quelque chose, genre un peu en zoom, un peu convenable. 200 mm, c'est pas la pure photographie animalière, mais ça permet déjà d'y accéder. C'est un 200 mm plein format. On le verra après, j'ai un long boîtier qui est un APS-C qui va multiplier cette focale-là, d'un point de vue du capteur. Ok? Donc ça, au fait, les 3 objectifs que je vous ai présentés là, le 70-200, le 24-70 et le 14-24 mm. Ils sont tous en 2.8 au niveau de focale. C'est ce qu'on appelle le triangle magique. Il m'a fallu des années pour les réunir parce qu'ils ont un certain coût. C'est pas de... Voilà, c'est pas... si vous voulez acheter ces objectifs-là, il faut déjà gagner le tri ou je sais pas quoi. Hein. Il faut un bon tribolo. Voilà. Donc, on va mettre de côté, sagement, et on va passer à l'objectif. Mais je les utilise beaucoup avec les photos de paysage que je fais, hein, que je vous fais partager sur ma page. On va passer à l'objectif, le 500 mm. Alors, voilà. Aussi, tous les réglages, stabilisés, on peut même préprogrammer au niveau stylisation. Alors, c'est le nouveau 500 mm de la gamme. Voilà. C'est pas un f4 de focale, c'est un f5.6. J'avais un 500 mm f4 qui était comme ça haut. C'était ce que j'appelle un âne mort. C'est hyper lourd, en plus avec un boîtier environ d'1 kg, 1,2 kg, plus l'objectif 3,2 kg. J'étais à, je voulais faire vite au calcul, à 5 kg, rien qu'en portage simple, sans le trépied, sans la rotule, sans le sac photo, enfin, etc. Et j'ai opté pour ça. Il est moins lumineux, par contre, il est un excellent stabilisateur interne. Donc, en fait, je compense. Ça pèse 1,5 kg. Ça n'a rien à voir. C'est un petit bijou. Je vous le recommande. Là, dans cette marque-là, ils ont fait très très fort. Et franchement, en plus de ça, quand je le mets sur un boîtier APS-C qui n'est pas en plein format, qu'on multiplie, excusez-moi, par 1,5, ça me fait 700 mm de focale. Donc ça, c'est absolument génial, quoi. Voilà. Donc, ce qui est des objectifs. Au niveau des boîtiers, j'ai 2 boîtiers. Pourquoi j'ai 2 boîtiers? J'ai toujours souvent ou j'en avais 2 dans l'alternance, dans Vendran. Là, maintenant, j'en ai 2 parce que j'ai ce boîtier-là qui est en APS-C. Alors, ce n'est pas en plein format. En plein format, on parle ça du capteur plein format. Le capteur plein format, c'est en 24-36 mm, ce qui correspondait à l'époque à nos pellicules d'appareil photo argentique. 24 sur 36 mm. Ou 36 sur 24, ça dépend. Format landscape ou portrait. Ok? On mettait la bobine, etc. Ça, c'est un format, le capteur est plus petit. Je n'ai plus la dimension, j'aurais dû le noter pour vous le dire. Il est plus petit au niveau du format, donc il fait déjà, si vous voulez, un croppage. Ça n'existe pas en termes, c'est du jargon, mais il fait déjà un recadrage. Il sert déjà le recadrage. Donc, c'est l'avantage un petit peu, si je le mets sur le 500 mm, un réel, j'ai un 700 mm, parce que je recadre déjà sur du 500. Voilà.
Mais à la base, je ne l'ai pas pris pour ça. À la base, je l'ai pris comme deuxième boîtier parce qu'il est beaucoup plus léger, il est beaucoup plus petit. Ça reste un boîtier dit professionnel parce que il n'a absolument pas du tout, comme vous pouvez le voir ici, il n'a absolument pas du tout de réglage, de pré-réglage automatique. Le mode automatique, le mode sport, le mode neige, le mode pluie, le mode je ne sais quoi, le mode aquaponie, je ne sais pas. Voilà, ça reste quand même, c'est les réglages de base de tout photographe. Je viendrai une fois sur les réglages plus en profondeur si vous le souhaitez. Dites-moi en l'espace commentaire si ça vous plairait. Mais sachez d'une chose, qu'il y a une règle de 3 dans la photo, qu'elle soit argentique, donc sur papier hein, à l'époque, ou numérique. On a la priorité à la vitesse, d'accord? Donc là on ne le voit pas, mais parce que je ne pense pas qu'on le voit à cause de la lumière, mais là je suis en 2 centièmes de seconde. Et puis il y a la priorité, bon là il marque F0, la priorité à l'ouverture, c'est-à-dire le diaphragme qui est composé de lamelles et qui fait exactement la même chose que l'œil. Moins votre œil a une lumière, plus il va s'ouvrir. Là c'est la même chose, plus vous ouvrez. Voilà, ça c'est la deuxième règle. Donc 1, priorité, il n'y a pas d'ordre logique. Je dirais priorité à la vitesse, priorité à l'ouverture, c'est votre diaphragme, et priorité à l'ISO. Enfin, priorité à l'ISO. Vous allez régler votre ISO. Plus vous avez de lumière, plus vous descendez l'ISO. Le top du top, c'est d'être à 100 ISO. Au-deçà de 100, vous allez commencer à avoir légèrement du bruit photo. Le bruit photo, ce qu'on appelle le grain. On appelle ça le bruit photo, mais c'est le grain. C'est cette espèce d'effet granulé, si vous voulez. Alors, sur certaines compositions, sur des portraits, ça peut faire très très beau. La photo de paysage ou bien d'animaux, c'est un peu dommage parce qu'on perd en été, au fait. Et là, vous allez monter dans les ISO pour compenser la perte de lumière. Voilà, je viendrai en détail dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse. Voilà, moi j'ai pris parce qu'il est super léger. Ça reste un boîtier professionnel. En plus de ça, il a un écran derrière. Alors moi, je suis tout le temps en train de prendre mes photos par l'auriculaire hein, ici, mais vous avez la possibilité de l'incliner. À ce qui paraît, il est très très doué sur le marché pour les vidéos. Je ne maîtrise absolument pas du tout la vidéo. Hein. C'est un autre domaine. Mais ce qui est très sympa, vous pouvez, quand vous avez un champ comme ça, vous pouvez le mettre à ras la flotte par exemple et prendre des photos sans devoir vous faire une élongation musculaire des vertèbres. On n'est pas des chouettes. Hein. Voilà, donc ça c'est très sympa. Il est très réactif, très silencieux, il va très très bien. Mon autre boîtier que j'ai depuis des années, et c'est un peu c'est le fleuron de la marque. C'est un D4S. Vous voyez, c'est beaucoup plus gros. C'est beaucoup plus gros. Donc, du coup, des fois, je fais peur quand je vais, je sais pas, chez des amis, etc. Ou bien faire de la photo simplement, on va dire quoi, ouais, enfin, dans un festival, choses comme ça. Alors, il est beaucoup plus gros. Attention, je vais poser le boîtier à plat, parce qu'ici, il bascule. Déjà, pas une chose, c'est déjà en 24-36, c'est en plein format. Donc, c'est le meilleur format. Enfin, pour moi en tout cas, c'est le meilleur format. Ensuite, ce boîtier-là, il a une partie basse qui a un grip qui est intégré au boîtier. Parce que sur ce genre de boîtier, vous pouvez acheter un grip et puis le fixer à l'arrière. La même chose, mais c'est additionnel. C'est une option. Tandis que là, il l'a intégré. Et l'avantage, c'est que vous avez toutes les commandes, bien sûr, bien entendu, un landscape, mais pour faire du portrait, surtout ceux qui font beaucoup de mariages, des choses comme ça, ou du portrait photo, quoi, du portrait studio, par exemple, ou bien même moi, quand je prends certaines personnes, et ben, je me mets un portrait et vous avez exactement le même rappel des commandes ici. Vous voyez et l'avantage, c'est qu'il a une énorme batterie. Donc voilà. C'est une batterie au lithium. Tous les appareils, votre smartphone au lithium, mais ça, c'est une sacrée grosse batterie. Et là, ça me tient plusieurs jours. C'est assez bluffant. Donc, le 24-36, en plus de ça, il fait jusqu'à 12 images
12 images secondes en mode rafale. Pour l'instant, je ne suis pas prêt de me séparer. Si je me séparais, ce serait pour un boîtier dit mirrorless, qui n'ont plus le prisme. C'est ce qu'on entend, le bruit, c'est le clac-clac, le déclencheur, c'est le prisme qui se lève, qui dégage le capteur, la lumière vient dedans et referme, à une certaine vitesse justement. Et les mirrorless n'ont plus ça, donc ça fait absolument pas du tout de bruit. Donc pour la photographie à l'imanière, c'est pas mal. On en est ce qu'ils appellent les hybrides. Cette marque, on commence à y faire également. Chez Sony, c'était les précurseurs. Voilà. Un conseil. Quand n'importe quel appareil photo que vous avez, je ne parle pas d'un smartphone. Le smartphone, vous faites des jolies photos, mais ça n'a rien à voir. Vous grossissez, c'est du grossissement numérique, c'est pas du grossissement à lentille, d'accord? Un truc est tout bête. Soyez proactif plutôt. Regardez à quoi en est votre batterie. Ça paraît bateau comme ça, mais si vous êtes à moitié de batterie, rechargez-la si vous n'en avez qu'une le soir d'avant. Moi, j'en ai toujours 2. Et puis, regardez si vous avez votre carte mémoire. Parce que certains appareils, comme les miens, ont une capacité mémorielle interne, mais c'est pas extravagant, hein, c'est juste pour vous sauver la mise. Mais c'est ballot d'oublier sa carte mémoire. Donc moi, c'est des réflexes qu'on prend toujours, c'est savoir s'il est propre, le boîtier et l'objectif également. Je vous donnerai quelques recommandations à la fin de cette vidéo au sujet de la propreté. Voilà les boîtiers que j'ai. Dans le matériel du passionné de la photographie outdoor, donc à l'extérieur, ce qu'il faut retenir, c'est d'avoir ce genre de petit étui. Qu'est-ce que c'est, vous allez me dire? Qu'est-ce qu'on pourrait bien mettre là-dedans? Eh bien écoutez, c'est un étui à lunettes, tout bête. En plus, c'est peu onéreux et ça va vous sauver la mise plus d'une fois. Eh bien voilà, c'est donc la feutrine qu'on trouve chez les bons opticiens, du produit nettoyage optique, parce que quand vous êtes à l'extérieur, vous pouvez avoir une tache d'eau, vous pouvez avoir du chenille sur la lentille, etc. frontale, et c'est vraiment dommage de louper des photos, malgré quand il y a des bons logiciels de post-traitement, mais c'est vraiment dommage d'être tout taché sur la lentille frontale. En plus de ça, moi j'ai horreur de ça, je suis très maniaque. Donc j'ai même des Q-tips. Les Q-tips, c'est pour les nettoyer sur le boîtier si jamais il a un peu sali ou bien il est tombé ou enfin bref, quoi, voilà quoi, où il a fait mauvais temps. Les petites feutrines, je vous recommande, n'achetez jamais quelque chose sur internet comme ça, à moins que vous soyez sûr, c'est une feutrine comme ce qu'on utilise pour les lunettes de vue ou lunettes solaires. Ok? Parce que tout simplement, vous risquez de rayer cette partie-là, la lentille frontale, et ça, j'ai envie de vous dire, ça n'a pas de prix. Hein. Ça, c'est vraiment au même statut que la lentille, la première lentille interne. Après, il y a un groupe de sous-lentilles dedans, mais qui sont protégées. Et puis, qu'on puisse nettoyer les connecteurs pour la connectique avec le boîtier. Voilà. Donc ce genre d'équipement dans son sac photo, je vous présenterai le sac photo tout à l'heure, c'est vraiment primordial. Moi, je m'en sers régulièrement. Il y a autre chose qui va avec de pair, c'est ça. Alors, ceci est une poire. On appelle ça une poire. C'est une soufflette, en fait. Voilà. Il y a un jet d'air et ça vous permet de vraiment, avant le rangement, de sortir. Voilà. Il y a toujours, parce que le verre, comme tous ces appareils, c'est statique. Il y a toujours une petite saleté, sans toucher bien entendu le bout métallique, n'allez pas toucher le verre, d'accord? Ça vous permet, en 2 temps de mouvement, de souffler les impuretés ou la poussière. Voilà. Tout bon
passionné, je fais pas de genré, hein, quand je parle au masculin, c'est complètement singulier, c'est complètement anonyme, c'est aucunement du genré. Parce qu'il y a des filles et des femmes qui font des très très belles photos, dont ma fille qui a commencé à faire de la photo, je lui ai donné le virus, j'espère que ça durera. Voilà, tout bon passionné de photos outdoor et a un canif. Alors, bien sûr, déjà, un bon Suisse comme moi a déjà un canif, un couteau suisse, parce que vous n'êtes pas à l'abri. Voilà, il y a des outils qui sont utiles, dont des petits tournevis, des choses comme ça, pour aller resserrer des points d'ancrage, pour mettre sur le trépied, etc., pour visser des petites vis. Moi, j'ai tout ce qu'il faut avec moi. Parce que s'il y a quelque chose qui est un petit peu dévissé, c'est pas très sympa. Voilà pour le couteau. Alors, sur nos téléphones, sur nos smartphones, sur nos montres, sur plein de choses, on a des boussoles. Mais des fois, vous n'avez plus de raison. Et franchement, moi, j'ai toujours une boussole. Ça, c'est ma soeur chérie qui me l'a offert. J'en avais une à l'armée. C'est une boussole d'armée. Ça coûte vraiment pas cher du tout dans le commerce. C'est une vraie boussole, donc avec qui est sensible donc au magnétisme terrestre, et ça peut vraiment vous servir. Pas parce que vous êtes paumé, il y en a qui se paument, ils perdent leur voiture, même des enfants des fois ça arrive. Non, je plaisante. Mais du moins, pour vous positionner, par exemple, si vous voulez faire un affût, ou vous êtes dans un endroit, vous êtes dans une prairie, vous dites, parce que vous ne voyez pas le soleil où il est. Parce que moi, j'arrive encore à différencier le soleil suivant où il est dans le ciel. Je sais où je suis dans l'ouest ou l'est. Et là, il y a des personnes qui n'arrivent pas à différencier, ou alors simplement parce qu'il y a des nuages. Puis vous vous dites, ah bah tiens, là, je viendrais bien poser un piège photo. Eh bien, ça peut vous servir, parce que le but même d'un affût fixe, c'est de poser toujours, mais alors toujours, si vous pouvez, soit au nord, soit au sud. Pourquoi? Parce qu'il faut éviter de se retrouver à l'est ou à l'ouest. Parce que si vous vous retrouvez plein ouest, vous allez avoir le soleil dans la figure si vous faites un affût du soir. Si vous vous retrouvez plein est, vous allez avoir un affût dans la lumière du matin. Et franchement, vous ne voyez rien, quoi. Voilà, vous allez être aveuglé. Donc c'est pas le top. Le top du top, c'est de se trouver à 45 degrés. Qu'est-ce que je vous dis, moi? 90 degrés, excusez-moi, soit sud ou soit nord. Donc ça, c'est pas mal. Et puis accessoirement, pour trouver la voiture de son chemin. Voilà. Je terminerai par un accessoire que moi, c'est une révolution. Ça, je le recommande parce qu'on a les sons, les appareils photo, j'ai les sons d'origine, mais il faut les régler une fois pour toutes, et puis après, on n'a pas la possibilité, ou alors c'est un petit peu embêtant d'aller régler par la suite. Il y a cette marque qui fait ce genre de produit, qui est absolument génial. Vous avez des pastilles là qui sont liées à un fil Kevlar, voilà. Et ça, vous pouvez les attacher où vous voulez. Vous allez clipper. Alors pourquoi vous me direz, pourquoi je la laisse pas? Parce que simplement que dans certaines situations, j'aime pas avoir les sangles, surtout quand je fais de l'affût, que je suis en approche, les sangles qui se baladent en fait. Donc j'ai mon appareil, mon boîtier à la main avec le 500 mm, mais sans avoir la sangle, parce que je peux me crocher, ça peut faire du bruit, etc. Mais ça c'est le top. Voilà. Et là, vous avez vraiment, vous voyez, en plus de ça, vous pouvez vous suspendre. Et en plus de ça, c'est des boucles métalliques, c'est réglable. C'est absolument génial. C'est adaptable sur tous les boîtiers, sur absolument tous les objectifs, parce que des fois, c'est facile, on peut les décrocher au poignet également d'un objectif. Donc, c'est génial. Voilà, je voulais juste vous montrer ça. Je ne dirai pas la marque. Si vous désirez, vous me demandez en espace commentaire, mais je ne dis pas dans la vidéo. Je terminerai par le dernier point, qui est le sac photo. Alors, le sac photo. Voilà. Alors, les sacs photos, c'est le grand combat de tout photographe, parce que on en rachète constamment. On les revend, on n'est pas content, c'est trop petit, etc. Si je peux vous filer un conseil, si vous avez croché sur la photo d'une manière, etc., même si vous n'avez pas les sous encore pour acheter un 500 mm, un 600 mm,
une longue focale, privilégiez quand même quelque chose d'assez gros parce que ça vous évitera de simplement voir un racheter en fonction des objectifs ou du matériel que vous avez. Parce que sac photo également, qui dit sac photo dit je pars à l'aventure pendant une journée, voire 2 jours de bivouac. Bon là il faut 2 sacs, donc moi je double les sacs, mais du moins une journée complète, prévoir à manger, vous prévoir de l'eau, important, une bonne bouteille pinard si ça vous intéresse, non je rigole, mais j'ai déjà eu faire avec des amis. Alors en sac photo, ne lésinez pas. Je vous dirais un conseil sur le prix, quoi. Parce que ça a son importance. Déjà, on a parlé de l'étanchéité, de la solidité et du confort également. Donc, ce genre de sac photo qui se présente comme ceci, vous voyez, a une ouverture. Donc là, c'est beau. A une ouverture de dessus, où là, vous allez pouvoir dégainer très rapidement le boîtier, votre boîtier avec votre 300, 400, 500, 600 mm, si vous voulez bien. D'accord. Et puis, il y a un truc qui est pratique. Alors, vous voyez, on remarque du bon matériel, c'est la surpiqûre, c'est de la grosse fermeture éclair, c'est du solide, c'est du costaud. En plus de ça, ces sacs photo, ils ont ici dans une poche, comme les sacs de montagne, celui-ci que j'ai, ils ont une poche, vous la sortez ici. Si il pleut, mais vraiment à grosse goutte, il drache, comme on dit, là, tac, vous la prenez, hop, comme une capote, tac, vous le recouvrez et ça le protège. C'est déjà hermétique. Ah oui, vous voyez, un truc est tombé, c'est que j'ai une lampe de poche encore que je mets dans mon sac. Et derrière, ce sac, il est très très bien fait parce qu'il a une ouverture dans le dos, comme ça, quand vous le posez au sol, hop, voilà. Ça, vous faites vos casiers comme vous voulez, vos casiers de rangement comme vous voulez, les ouvertures sur les côtés. Privilégiez les sacs avec des choses assez épaisses, de cloison, des bonnes fermetures. Un sac photo, ça peut devenir très lourd. Donc, je vous recommanderais, petit conseil, c'est d'aller l'essayer, si vous le pouvez, en magasin. Moi, j'ai essayé en magasin. Voilà, et puis après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été commandé sur internet. Parce que, oui, vous allez me dire, voilà, on a quand même notre porte-monnaie qui compte, mais c'est tout aussi valable. J'achète aussi du matériel en magasin, bien entendu. Par exemple, moi, mais ça n'appartient qu'à moi, je vous le dirai, j'achète tous mes objectifs et tous mes boîtiers, tout ce qui est pure photo, pur matériel photo, pas les accessoires forcément. J'achète tout en magasin, parce que s'il y a le moins de problèmes, au moins, au niveau de la garantie, ça peut marcher. Parce que de devoir renvoyer un objectif par la poste, je ne suis pas preneur. Mais bon, ça, ceux qui le font, je ne juge pas, c'est leur bon vouloir. Privilégiez également les sacs avec plein de poches, vraiment le maximum de poches possible. Parce que je vous dis, c'est comme dans une maison, dans une voiture, il n'y a jamais assez de place. Il n'y a jamais assez de place. Prévoyez, vous pouvez accrocher votre trépied, vous pouvez accrocher un autre sac à dos, votre tente d'affût, tout ça. Alors je voulais juste vous montrer un dernier point, et ça, c'est cette marque-là, qui justement, sur un boîtier photo, voilà, on va simplement aller glisser, et voilà, il est croché. C'est du solide, c'est du métal, c'est absolument génial. Il n'y a aucun risque que ça casse. De temps à autre, moi je vérifie de resserrer les vis scippants, les écrous scippants. Et là, c'est absolument génial parce que quand vous vous promenez, vous avez le poids du sac dans le dos et vous avez le poids en même temps devant. Des fois, la plupart du temps, j'ai les deux boîtiers. Un boîtier, le boîtier avec la longue focale, le boîtier avec le grand angle. Et là, je me fais plaisir. Voilà, je vous ai présenté cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Merci encore de me suivre sur ma page Facebook. Vous êtes plus de 3000, je vais noter ça comme ça. Vous êtes plus de 3500 abonnés. Il y a chaque fois des gentils commentaires. Je réponds quand je peux. Merci encore beaucoup pour votre soutien, ça fait plaisir. Et puis, à bientôt les amis. Et puis passez un bon
week-end. Moi, j'ai un long week-end puisque je travaille sur le canton de Vaud. Et oui, il y a le lundi du jeûne. Les Fribourgeois, ils recommencent demain. Voilà, il y a plus de jours de congé sous Fribourg. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Et merci de me suivre. Je vous embrasse. Ciao.